Bonjour tout le monde. Effectivement, c'est un projet de recherche qui a été mené par plusieurs personnes, dont moi, M. Marcotte, M. Larivière, deux étudiants, Christian Kelly, Vincent Mandeville-Gauthier. Donc, on sait que l'exposition aux vibrations, c'est quelque chose de très préoccupant. Ça peut causer des atteintes au niveau vasculaire, au niveau musculo-squelettique et même au niveau neurosensoriel. Ici, on a une très bonne image d'une représentation là, du syndrome de Raynaud, davantage au niveau vasculaire. Pourquoi il y a tant de contraintes associées aux outils vibrants? Bien, il faut se situer un peu au niveau neurosensoriel. Donc, à partir du moment où les outils vibrent à une fréquence assez élevée, avec une amplitude assez importante, déjà là, la réponse au niveau des mécanorécepteurs qu'on a au niveau de la main pour évaluer la force de préhension qu'on exerce sur les outils est déjà effaussée par cette vibration-là. Donc, de base, surtout qu'on travaille avec un outil vibrant, les gens ont tendance à serrer plus fort qu'on le devrait pour maintenir le poids de l'outil ou la force qu'il va exercer sur les mains. D'un autre côté aussi, il y a un autre aspect qui se passe plutôt au niveau des fuseaux neuromusculaires, donc au niveau des petites structures qui permettent de détecter les micro-étirements au niveau des muscles. Donc, c'est les mêmes structures qui vous permettent de rester debout et qui contrôlent votre équilibre. À partir du moment où on cause des vibrations sur les muscles et sur les tendons, bien, ces vibrations-là causent des micro-étirements et il y a une réponse de ces fuseaux neuromusculaires-là qui font en sorte qu'on active les muscles qui sont étirés. Donc, ça a tendance à monter aussi le niveau de tonus musculaire. C'est pas d'hier qu'on connaît ça, donc ça a été identifié dans les années 1966 là, par Eklund et Hagbard. Donc, on nomme ça le réflexe tonique vibratoire. Si on regarde un peu du côté du réflexe tonique vibratoire, donc la première fois que ça a été identifié, c'est un peu avec un protocole de cette nature-là. Donc, on tient une poignée, on exerce une certaine force et finalement, avec un appareil de vibration, on fait vibrer les tendons des muscles qui sont impliqués. Et ce qu'ils ont remarqué au niveau de Park et Martin, c'est que si on exerçait une force de préhension de 25 de notre capacité maximale, bien, ça l'entraînait, avec la vibration, ça entraînait une augmentation de la force musculaire de 20 qui était associée juste à la vibration des tendons. Il y a les vibrations, effectivement, qui causent une augmentation de la charge musculaire, mais il y a aussi, dans le vrai monde du travail, là, il y a le stress causé par les outils qu'on tient. Donc, une des variables qui est importante, que j'ai déjà observée au niveau de la mécanique automobile, c'est le moment de force qu'exercent les outils. Donc, ça concerne pas juste le poids, ça concerne aussi le design des outils, à savoir si un outil a été designé pour faire en sorte que son poids soit bien balancé sur la prise plutôt que d'exercer une force vers l'avant qui fait en sorte que ça augmente la force de préhension. Et on va comprendre tantôt que si on augmente la force de préhension, bien, on augmente la transmission des vibrations du même coup. Donc, juste pour faire une représentation très simple, vous avez deux outils de la même marque, donc un à gauche qui est mal conçu et un à droite qui est bien conçu. Donc, celui à gauche, son centre de gravité est devant la prise. Donc, il ne faut pas juste exercer une force pour le tenir qui correspond à son poids, mais il faut en plus exercer une force qui l'empêche de faire une rotation vers l'avant. Donc, dans cette situation-là, c'est clair qu'on va serrer l'outil beaucoup plus fort. Et dans l'autre outil, plus récent, mieux conçu, le centre de masse est pratiquement au-dessus de la prise. Donc là, il n'exerce pas de force de rotation supplémentaire sur la main, mais il exerce quand même un moment de force au poignet. Donc, dans cette situation-là, on peut savoir que les gens vont serrer un peu moins fort et que la vibration aura probablement un effet moins grand. Donc, pourquoi se préoccuper de la vibration? Parce que la vibration, on l'a vu, ça augmente la demande musculaire. Et si ça augmente la demande musculaire, bien, ça augmente la charge musculaire statique. C'est-à-dire à chaque fois qu'on tient un outil, on parle de préhension soutenue, on parle d'effort musculaire statique. Donc, on sait, via les grands mécanismes lésionnels, que si on tient un effort de façon trop prolongée, bien, ça affecte le seuil de tolérance des tissus et finalement, ça peut conduire à l'apparition d'une blessure. La charge statique, effectivement, ce phénomène-là cause un blocage de la circulation sanguine que l'on nomme une ischémie. C'est le même phénomène qu'on va retrouver dans le syndrome du tunnel carpien. On va être une ischémie au niveau du nerf médian, donc manque de vascularisation. Donc, une ischémie prolongée, ça entraîne la mort de cellules biologiques et ça peut conduire à des pathologies du genre tendinite, troubles musculaires chroniques, etc. On peut aussi constater le fait que, oui, quand on tient un outil, ça crée une charge statique, mais que si on le tient de façon prolongée, ça peut entraîner une blessure. Mais si on le tient en plus dans une posture contraignante, est-ce que ça va accélérer ce phénomène-là?
c'est une hypothèse, je pense que c'est valide. Donc, vous voyez ici une boulonneuse là, avec une déviation. Bien sûr, ces situations-là peuvent être facilement corrigées en ergonomie. Donc, on a juste à adapter convenablement la hauteur du plan de travail et on va empêcher ces déviations-là au niveau des poignets, de sorte qu'on pense que ça a un effet aussi sur la transmission des vibrations, de travailler avec des poignets en position neutre plutôt qu'un poignet comme on a là en abduction. Il y a aussi le mécanisme Lenel associé au mouvement répétitif. Donc, quand on parle de vibration, c'est des répétitions à très haut niveau, mais c'est surtout le fait d'utiliser des outils vibrants très souvent qui peut faire en sorte que les tissus n'ont pas le temps de récupérer et que ça va affecter le seuil de tolérance et ça va conduire aussi à des troubles musculo-squelettiques. Un bel exemple probablement avec le marteau-piqueur, qui est un des outils vibrants qui peut probablement causer le plus de dommages. Donc, et si on compare ça avec la pression que l'on a à l'intérieur du canal carpien, donc vous voyez les pressions pour les conditions normales quand j'ai les poignets en position neutre comme ça, donc je suis à 2,5 mm de Hg. Aussitôt que je suis en flexion complète ou en pleine extension, je dépasse déjà les seuils qui vont faire en sorte que je ne pourrai pas irriguer mon air de façon convenable. Donc, on va oublier le côté pathologique, mais si on combine ça à la vibration, donc ça peut avoir des effets encore beaucoup plus importants. Pour Palmer, de toute façon, les gens qui manipulent des outils vibrants dans un contexte répétitif donc, seraient 2 fois plus à risque de développer un syndrome du tunnel carpien. Si on regarde en moyenne l'amplitude de différents outils qu'on retrouve, là, les outils courants, donc ponceuse en moyenne 2,8 mètres par seconde carrée, c'est sûr qu'on voit tout de suite que le marteau-piqueur vient en tête là, avec 17,8 mètres par seconde carrée. Donc, c'est un peu à partir de ces fréquences-là qu'on a défini, nous, les fréquences qu'on allait explorer dans l'étude à l'aide du pot vibrant. Là. Nos objectifs, c'était d'explorer l'effet de différentes variables biomécaniques, comment ils pouvaient influencer la transmission des vibrations et la sollicitation musculaire, dans un contexte où ces variables-là étaient parfaitement contrôlées. On parle surtout de la vibration, donc l'amplitude et les fréquences. Avec un pot vibrant, on peut contrôler parfaitement qu'est-ce qu'on applique sur l'humain avec cet outil-là. Et il y avait aussi une idée de voir si le somatotype donc, pouvait influencer la transmission des vibrations. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi 2 somatotypes différents. Donc, on a constitué chacune des 2 études de 6 ectomorphes et de 6 mésomorphes. Donc, on a utilisé la méthodologie de Carter et Heath, là, donc avec la mesure de certains plis adipeux, de certaines mesures de circonférence, de segments, de longueur de segments, et en tenant compte du poids, un poids pondéré, on a établi les indices d'ectomorphie ou de mésomorphie avec cette technique-là. Donc, si on regarde le protocole qui a été suivi pour le volet 1, donc, pour les 2 protocoles, les amplitudes au niveau de la vibration, 2,5, 5 mètres, 5 et 10 mètres par seconde carrée sont les mêmes. Les amplitudes, la fréquence de vibration vont être les mêmes aussi avec 20, 40 et 65 Hz. Par contre, dans ce volet-là, on a joué avec la force de préhension. Donc, les sujets devaient appliquer une force de 25, 50 et 100 newtons. Et on a joué aussi avec la déviation au niveau du poignet. Ça n'a pas été une variable très fructueuse parce que ça changeait l'application des forces sur les articulations complètement. Donc, ça les rendait presque pas comparables, ces angles-là au niveau du poignet. Et dans l'autre volet, on s'est attardé à étudier, encore une fois, les mêmes amplitudes de vibration et de fréquence. Et on a ajouté à ça la force de poussée, donc 0, 20 et 40 newtons. Et on a ajouté une variable qui était, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec les outils, qui était le moment de force exercé au niveau du poignet pour 3 situations, donc à 1 Nm, 2 Nm et 4 Nm. Ça se rapprochait un peu plus de la réalité de certains outils. Chaque condition a duré seulement 8 secondes, donc c'était suivi d'un repos de 60 secondes en position assise. Donc, pour éviter les effets de séquence expérimentale, tout était réalisé de manière aléatoire. Et l'analyse des données, les données moyennes que vous allez voir là, correspondent uniquement à 5 secondes d'analyse. Mais pour les analyses musculaires, transfert de vibration, je pense que c'est satisfaisant. On a utilisé le pot vibrant pour générer les fréquences et les amplitudes désirées, avec une poignée qui était instrumentée de capteurs de force, donc qui permettait de vérifier la force de préhension qui était exercée et aussi la force de poussée.
on a une image de la représentation du montage expérimental où on voit la position des marqueurs. Donc, la position des marqueurs, c'était pour s'assurer que les sujets d'une condition à l'autre aient les mêmes positions au niveau articulaire, surtout dans le volet où on contrôlait l'angle au niveau du poignet. C'était très important d'avoir les mêmes valeurs. On a mesuré les accélérations avec les accéléromètres. Donc, vous avez un exemple du montage ici au niveau du poignet. C'est des accéléromètres qui sont triaxiales. Donc, il y en avait un au niveau du poignet, il y en avait un au niveau du coude. Donc, c'est un collet qui est très rigide, donc pour éviter, pour se coller vraiment sur l'articulation, pour essayer d'avoir le moins d'erreurs possible. J'avais une autre représentation qui montre qu'on augmentait le moment de force. Par contre, le poids qui était utilisé, qu'on attachait, il n'est pas représenté sur la figure qu'il y a là, mais c'est pour vous donner une idée. Donc, ce qu'on voulait, c'était créer une situation où on déverrouillait le pot vibrant. Donc, il devenait mobile. On ajoutait un poids et on a fait les calculs nécessaires pour s'assurer que ce poids-là représentait au niveau du poignet un moment de force de 1 Nm, 2 Nm et 4 Nm de force de rotation exercée sur le poignet. On a aussi fait de l'analyse musculaire, donc pour plusieurs muscles, donc les muscles au niveau de l'épaule, trapèze supérieur, deltoïde antérieur, deltoïde postérieur, les muscles qui mobilisent l'épaule et le coude, biceps, triceps et 4 muscles qui mobilisent la main et les doigts. Donc, c'est important. On va revenir lors de la présentation des résultats. Les signaux électromyographiques étaient bruts, ont été rectifiés et filtrés à une fréquence de 4 Hz. Pour présenter ces résultats-là, on les a mis en pourcentage de la contraction volontaire maximale. C'est les valeurs qui sont mesurées en vol durant les essais. On va les diviser par les valeurs maximales qui ont été obtenues lors de tests maximaux. Et on va multiplier ça par 100, ça va nous donner des pourcentages de la contraction volontaire maximale. Donc, ça nous amène déjà à parler des résultats qui sont issus des analyses de variance. Et ce que vous avez, là, les intervalles qui sont là par rapport à la moyenne, c'est des intervalles de confiance à 95 %. Donc, si on regarde la transmission des vibrations qui a été faite en fonction des fréquences, pour comparer les deux groupes que l'on avait au volet 1, donc les ectomorphes et les mésomorphes, on voit effectivement que pour des fréquences de basse amplitude de 20 et 40 Hz, qu'il y a eu un transfert plus important chez les ectomorphes que chez les mésomorphes. Pourquoi un transfert plus important ectomorphes-mésomorphes? Donc, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que les mésomorphes ont une masse musculaire plus importante, ont de toute façon une masse corporelle généralement plus importante. Donc, ils sont en mesure de mieux absorber un peu les vibrations, alors que les ectomorphes, grands, minces, longilignes, moins de masse musculaire, seraient moins en mesure d'absorber ces vibrations-là. Donc, pour des basses fréquences, il semblerait qu'il y avait un effet possible à ce niveau-là. Si on regarde maintenant au niveau de l'amplitude des vibrations, on retrouve encore une différence significative entre les ectomorphes et les mésomorphes, donc pour les différentes amplitudes, et avec un écart encore beaucoup plus grand pour les amplitudes à 10 mètres par seconde carrée. Ce qui est important de constater aussi à travers ces résultats-là, c'est qu'on applique 10 mètres par seconde carrée et on mesure, par exemple, chez les sujets ectomorphes, on mesure un transfert qui est plus élevé que ce qu'on applique. Donc, on est à peu près à 14-15 mètres par seconde carrée. Si on regarde la relation entre le moment de force et la force de préhension, donc c'est le graphique à gauche. Effectivement, c'est très, très relié. On disait tout à l'heure, si un outil exerce un moment de force vers l'avant qui est plus important, nécessairement, il va y avoir une augmentation de la force de préhension. Si on regarde ça du côté de l'effet des vibrations, donc à 20, 40 et 65 Hz, donc on voit que les fréquences de haute intensité, 40 et 65, ont eu un effet par rapport à l'autre de 20 Hz sur la force de préhension. Donc, ça prend des fréquences de ce niveau-là pour avoir un effet au niveau des mécanorécepteurs et au niveau peut-être du réflexe tonique vibratoire, donc ça prend certaines fréquences. Donc, on va regarder encore, par un vue du moment de force, l'effet que ça a au niveau de la transmission, bien sûr. Si au niveau du moment de force, il y a une corrélation avec la force de préhension, bien, je pense que plusieurs études avaient déjà démontré que la force de préhension augmentait la transmission des vibrations. Donc, on l'observe au niveau du coude et on l'observe aussi au niveau du poignet. Par contre, il y a des effets qui méritent une certaine attention et qu'on n'est pas vraiment encore capable d'expliquer complètement. Donc, pour un moment de force à 1 Nm, donc la ligne du bas,
on voit que l'augmentation de la force de poussée va causer une augmentation des transmissions de la vibration, alors que pour un moment de force plus élevé, l'augmentation de la force de poussée tend à créer une diminution. Donc, si on regarde ça au niveau de la fréquence, la vibration, l'effet que ça a eu au niveau du coude versus au niveau du poignet aussi. Donc, dans les deux cas que l'on a là, la transmission a été plus importante au moment où la fréquence était moins élevée. Et pour le poignet, on voit qu'il y a une petite valeur plus spécifique au niveau du 40 Hz. Donc, il semble que le poignet est très sensible à des outils qui génèrent des fréquences de ce niveau-là, autour de 40 Hz. Donc, si je regarde la vibration au niveau de l'amplitude en fonction des amplitudes et le transfert, bien sûr, ça monte en fonction de l'amplitude qu'on en exerce. Mais encore une fois, ce qui serait plus important d'observer, c'est que si on regarde au niveau du poignet, on applique 10 mètres par seconde carrée et on se retrouve avec des valeurs plus élevées en termes de transmission. Donc, le moment de force a un effet pour toutes les conditions d'amplitude. Même chose ici, le moment de force au niveau du poignet, donc c'était au niveau du coude, a un effet pour toutes les conditions d'amplitude. Et on voit que si on regarde ça en fonction de la fréquence au niveau du poignet, donc les fréquences à 40 Hz, peu importe le moment de force, c'est toujours à cette fréquence-là qu'on obtient les résultats les plus élevés. Donc, même chose à ce niveau-là. Si on regarde au niveau de la sollicitation musculaire, bien sûr, le moment de force a un effet direct sur des muscles qui sont impliqués dans le contrôle de la main et des doigts. Donc, on le voit très bien au niveau de deux muscles extenseurs, donc ça augmente la sollicitation musculaire. Et si on regarde ça au niveau des fléchisseurs, on a encore des augmentations qui sont plus importantes. Donc, le fléchisseur superficiel des doigts, on voit à quel point l'augmentation du moment de force va le contraindre à augmenter la demande musculaire. Si on regarde ça au niveau des fréquences, donc on voit tout de suite que ça prend un certain niveau de fréquence pour avoir un effet plus significatif. Donc, les fréquences de 40 et de 65 Hz semblent avoir plus d'effet que les fréquences de basse intensité. Donc, encore une fois, on parle de fausser les mécanorécepteurs ou de fausser les fuseaux neuromusculaires. Donc, ça prend des fréquences de ce niveau-là pour créer une augmentation significative du coût musculaire. Et si on regarde l'effet des moments de force au niveau de nos deux groupes, on voit encore une fois que le groupe ecto a été plus affecté par le moment de force que le groupe méso. Encore une fois, je vous dis, on n'a pas mesuré la capacité fonctionnelle. Ça pourrait être associé à ça, une partie de l'explication. Par contre, on voit que l'écart s'amplifie beaucoup quand on passe de 1, 2 et 4. Donc, je pense qu'il y a quand même autre chose que juste la capacité fonctionnelle qui pourrait expliquer cette différence-là. Pour faire la synthèse, on a mis un petit résumé là, sous forme de schéma. Donc, les vibrations, l'amplitude, la fréquence. Donc, qu'est-ce qui va affecter la transmission des vibrations? Bon, il y a plusieurs facteurs qui vont affecter la transmission des vibrations. Ce que je veux souligner, c'est que c'est comme un peu un cercle vicieux à partir de ce moment-là où on embarque ici. Donc, si on augmente la transmission des vibrations, ça a plus d'effet sur les mécanorécepteurs, peut-être sur les fuseaux neuromusculaires. On a tendance à augmenter la force de préhension, donc ça augmente l'activité musculaire. Ça a un effet ici. Et si on augmente l'activité musculaire, on serre la poignée trop fort pour rien, donc ça augmente la compression des tissus adipeux, ça augmente la rigidité des segments, et finalement, ça transférerait encore plus de vibrations. Il faut s'attaquer à certaines de ces variables-là, comme la plus facile pour l'instant est probablement la force de préhension. Et la force de préhension, c'est directement influencé par le moment de force. Donc, si on est capable de faire en sorte de développer des outils vibrants sur lesquels on exerce moins de force pour être capable de travailler avec, bien nécessairement, il devrait y avoir moins de transmission des vibrations.